Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. On est très ravis de vous recontacter à travers de cette vidéo après cet état difficile et lamentable que notre pays a vécu lors de les derniers jours. On demande à Dieu l'Omnipuissant sa pitié et son réconfort. Et sous la parole de ma camarade Nouhaila, Zhiri et moi, nous vous demandons, mes camarades, de rester chez vous et d'être responsables de votre famille et de votre entourage, vu qu'on est la génération future. Restez chez vous aujourd'hui pour pouvoir sortir demain. On a envie de vous revoir bientôt. Voici devant vous notre sommaire et le plan de notre exposé. Premièrement, il s'agit d'une introduction générale et puis une définition de la sécurité informatique, les raisons pour cela, les différents types de logiciels utilisés pour sécuriser les données, les logiciels libres, quelques exemples, ainsi le rôle des logiciels libres dans la sécurité informatique et enfin les applications des logiciels libres. Que la sécurité. Eh oui, l'état d'esprit confiant et tranquille d'une personne qui se croit, se sent à l'abri du danger. Elle permet l'absence ou faiblesse relative d'accidents. On peut regrouper le mot sécurité dans une chaîne de mots tels assurance, paix et fiabilité, et la contradire en annonçant le danger, le désordre et anxiété. Laissons-nous parler du grand réseau de transport d'informations, Internet. Imaginons les courriers électroniques, le transfert de données et le web, l'une des applications présentes sur Internet. Ils sont l'une des principales menaces pour nos appareils et nos données. Vous dites pourquoi? Et voilà, c'est ça l'enjeu de notre vidéo. Suivez avec nous. La e-sécurité est ici pour faire son travail. C'est la capacité à résister à une action malveillante. Une fois renforcée, cette sécurité permet la confidentialité et l'intégrité des programmes suivant un compte et un mot de passe. Alors, comment limiter les risques? Pourquoi la sécurité informatique et pas autre? Est-ce que cette dernière est efficace pour plusieurs cas? La sécurité informatique est ici pour faire son travail. Et oui, sa capacité à résister à une action malveillante, une fois renforcée, cette sécurité permet la confidentialité et l'intégrité des programmes, suivant un compte et un mot de passe. Je sais que vous dites, comment limiter les risques de cela? Et pourquoi la sécurité informatique et pas d'autres? Et est-ce que cette dernière est efficace pour plusieurs cas? Alors, aujourd'hui, si vous suivez avec nous notre vidéo, cela sera être présenté par ma camarade Nouhaila et moi. Et pour cela, je vous demande d'être attentifs et suivre avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Merci d'avance. La notion de sécurité informatique couvre l'ensemble des moyens, outils, techniques et méthodes pour garantir que seules les personnes ou autres systèmes autorisés interviennent sur le système et ont accès aux données sensibles ou non. Avec l'ouverture des systèmes informatiques sur l'extérieur et le rôle du support stratégique tenu désormais par ces derniers, la sécurité est un thème majeur bien trop rarement considéré à sa juste valeur. Les objectifs de la sécurité informatique. Cette dernière a plusieurs objectifs, bien sûr liés au type de menace ainsi qu'au type de ressources, etc. Néanmoins, les principaux points sont les suivants. La confidentialité des accès contre l'usurpation d'identité et le vol d'informations critiques.
Deuxièmement, la disponibilité des ressources contre les arrêts de production. Et finalement, l'intégrité des données contre la compromission de la qualité des informations et de l'image de marque. Les champs d'application de sécurité informatique. Ces objectifs s'impliquent dans différents domaines ou champs d'application. Chacun faisait appel à des techniques différentes pour atteindre le ou les mêmes objectifs. Ces champs sont: premièrement, la sécurité physique, la sécurité personnelle, sécurité procédurale, outils de sécurité, procédures informatiques, etc. La sécurité des émissions physiques telles que écran, câbles d'alimentation, courbes de consommation de courant, etc. Ainsi, la sécurité des systèmes d'exploitation et finalement la sécurité des communautés. Avant tout, qu'est-ce qu'un logiciel? Qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi? Alors, ne vous inquiétez pas. On va vous répondre sur toutes ces questions dans cette vidéo. Suivez avec nous. Dans un système informatique, on distingue deux parties. La partie matérielle, représentée par l'ordinateur et ses périphériques, et la partie immatérielle, représentée par les logiciels. Du point de vue de l'utilisateur, un logiciel est une application qui répond à l'un de ses besoins. Traitement de texte, programme de dessin, jeux, etc. C'est une suite de petites instructions invisibles pour l'utilisateur. Ces logiciels ont besoin d'un système d'exploitation pour fonctionner. Le système d'exploitation Windows, Linux, Mac et Android, par exemple, permettant d'accéder aux ressources de la machine, lecteur de CD-ROM, écran, clavier, etc. C'est aussi le système d'exploitation qui se charge d'exécuter les instructions du programme constituant le logiciel. Les instructions d'un logiciel sont écrites dans un langage que l'ordinateur peut comprendre, le langage binaire 0 ou 1. Alors, en utilisant ce langage et pour répondre aux besoins de l'utilisateur, les logiciels contiennent des suites d'instructions qui décrivent en détail les algorithmes. Les instructions sont écrites d'un logiciel appelé interprète pour rendre ces instructions compréhensibles. Cette application convertit notamment le langage binaire en langage approprié pour nous, humains. Un logiciel peut contenir divers fichiers tels que des images, des sons, des textes ou des documents. Ces fichiers peuvent être utilisés par le logiciel, par exemple, affichés comme icônes sur l'interface graphique ou être mis à disposition de l'utilisateur comme aide, comme modèle ou comme exemple. Aujourd'hui, on parle alors de logiciels embarqués, qui sont généralement installés en usine par les fabricants. Ces appareils étant chacun destinés à une application. Le logiciel qui leur est associé est à la fois un logiciel de base et un logiciel d'application. Les deux rôles étant indissociables. Les différents types de logiciels. Il existe 3 grands types de logiciels informatiques. Et ce, quel que soit le système logiciel d'exploitation de votre ordinateur, GNU Linux, Windows ou Mac. Les logiciels propriétaires et payants, les logiciels gratuits et les logiciels libres. Commençons par les logiciels propriétaires et payants. Ces logiciels fabriqués par des sociétés de logiciels sont vendus à l'utilisateur lors de l'achat de son ordinateur, en boîte dans les magasins spécialisés ou sur Internet. Mais attention, ce qui est vendu, ce n'est pas le droit de propriété de l'utilisateur sur le logiciel, mais seulement un droit d'utilisation. C'est une licence utilisateur. Exemple, le système d'exploitation Windows est de ce type. C'est un logiciel propriétaire et payant. Alors, il n'est pas possible de garder Windows pour vous lors de la vente de votre ancien ordinateur. Il n'est pas possible de le revendre séparément de la machine. Premier écueil donc, la licence d'utilisation simple. Deuxième, le logiciel est sous copyright,
c'est-à-dire le code source du logiciel est fermé et protégé. Il n'est pas possible pour un utilisateur, quel que soit son niveau de compétence en informatique, de modifier le logiciel pour ses besoins ou de rajouter des potentialités nouvelles. Car seule la société détentrice de la licence appropriée a ce droit, d'où la genèse commerciale d'innombrables mises à jour payantes. Le prix des licences d'utilisation peut être fortement augmenté selon que la licence d'utilisation concerne un ou plusieurs postes en réseau ou pas. La grande majorité des logiciels sous Windows et Mac sont de ce type. Ils sont pas contre assez rares sous GNU Linux. Très souvent, les logiciels payants sont des sharewares. Ces derniers consistent pour un auteur à mettre en libre circulation une version complète de son logiciel afin de permettre au public de tester sans s'engager financièrement. On peut assimiler ce modèle de distribution à une période de libre essai, durant laquelle l'auteur vous offre l'opportunité d'évaluer un logiciel de la façon la plus évidente et la plus efficace, qu'il soit en l'utilisant dans votre contexte de travail habituel. Alors, voici quelques exemples de logiciels payants. Commençons par Microsoft Office. Ce logo qu'on voit ici, c'est un logiciel d'édition, traitement de texte, création de diaporamas, édition de tableurs, le plus utilisé à travers le monde shareware. Et aussi, on a un autre exemple de logiciel propriétaire et payant, Virtual DJ. La référence des logiciels de mix sur PC, mixez vos fichiers audio et vidéo comme un vrai DJ, avec sa prise en main simple et intuitive. Virtual DJ est la solution idéale pour mixer en temps réel ou réaliser ses propres compilations. En second lieu, voici les logiciels gratuits, freewares. Ces logiciels fabriqués par des sociétés de logiciels ou des auteurs isolés sont gratuits pour l'utilisateur qui peut se les procurer sur Internet par téléchargement ou dans ses CD-ROM de magasins dans les kiosques de journaux. Il est possible d'en faire des copies et de les faire circuler d'entre utilisateurs. Le code source n'est pas modifiable, ce qui implique que le logiciel n'évolue que si son auteur le fait évoluer. Ce type de logiciel est le plus souvent très performant, car les sociétés ou les auteurs qui les fabriquent ont pour objectif de se faire connaître le plus rapidement possible auprès des utilisateurs. C'est une carte de visite. La gratuité est assez souvent transitoire, de 6 mois à 12 mois en général. Une fois le logiciel bien implanté, il devient le plus souvent payant et propriétaire. Dans ces nouvelles versions, parfois certains sont équipés de programmes mouchards appelés spywares, spy c'est-à-dire espion. Exemple, la suite du bureautique Star Office 5.2 est de ce type, c'est un logiciel gratuit. Elle est gratuite et le restera, mais les améliorations de cette suite de bureautique concurrente du pack Microsoft Office 2000 ne sont pas gratuites et il est devenu nécessaire d'acheter Star Office 6 pour en bénéficier. La société Sun tente maintenant de rentabiliser les moyens mis en œuvre autour des logiciels libres et de la libération de certaines parties du code source de sa suite du bureautique. Voici quelques exemples de logiciels gratuits. On a à droite, le logiciel gratuit Windows Live Messenger. Ce logiciel est destiné à la messagerie instantanée. Et aussi Google Earth. Ce logiciel est une map monde virtuelle. Quelques clics de souris suffisants pour consulter les images enregistrées par satellite de la plupart des endroits de la planète. Les logiciels libres, qu'est-ce que c'est? Je vais vous laisser avec une vidéo qui va vous montrer et vous donner une définition succincte. On peut expliquer le logiciel libre en 3 mots. Liberté et... Liberté, parce que cela respecte la liberté des utilisateurs. Fraternité,
car chaque utilisateur peut collaborer et partager avec d'autres utilisateurs. Égalité, parce que tous les utilisateurs disposent des mêmes libertés et parce que personne n'a pouvoir sur personne. Alors, les logiciels libres relèvent d'une logique très différente. L'objectif d'un logiciel libre est la garantie de la liberté de l'utilisateur dans son utilisation d'un logiciel, comme on avait dit. Ces logiciels fabriqués par des sociétés de logiciels ou des auteurs isolés sont presque tout le temps gratuits pour l'utilisateur qui peut se les procurer sur Internet par téléchargement ou dans des CD-ROM de magasins dans les kiosques du journal. Il est possible d'en faire des copies et de les faire circuler entre les utilisateurs. La grande force d'un logiciel libre n'est pas sa gratuité, mais le fait que son code source est ouvert et peut être modifié en toute légalité si vous avez les compétences ou si vous connaissez quelqu'un qui peut le faire pour vous. Il est alors possible de faire partager vos modifications ou améliorations auprès de tous les utilisateurs de ce logiciel. Le développement du logiciel libre est de type collaboratif et ce dernier a souvent lieu via le réseau Internet. Votre logiciel s'améliore sans cesse. Il existe donc des logiciels libres qui sont payants, libres voulant dire que le code source est ouvert et peut être modifié. Ce type de logiciel est très performant, car les sociétés ou les auteurs qui les fabriquent ont pour objectif de se faire connaître, d'être reconnus par leurs pairs ou tout simplement souhaitent fournir au plus grand nombre d'utilisateurs d'un logiciel bien construit et complet adapté aux besoins des utilisateurs. Le travail de programmation s'apprend à un travail d'artisan. On peut dire que les logiciels libres sont financés par le paiement des prestations de services qui les entourent. Formation, mise en place et installation, le code source ouvert est tout de même protégé par une licence spéciale. La GPL, en anglais General Public License, qui stipule que si vous utilisez le code source d'un logiciel libre, toute partie, alors votre travail doit disposer une version complète et libre. En général, pour améliorer les performances du logiciel. Alors, exemple des logiciels libres. On a GNU Linux, c'est un logiciel libre. À l'occasion, GNU Linux, c'est un système d'exploitation et aussi le logiciel libre né en 1991 de l'association du projet GNU et du noyau Linux. Ce système d'exploitation très robuste et performant fait fonctionner au moins 8 millions d'ordinateurs dans le monde. Et de très nombreux programmeurs, utilisateurs s'en servent et l'améliorent chaque jour via Internet. Ce système est reconnu pour ses performances. Le système GNU Linux équipe de nombreux serveurs d'entreprises et commence depuis quelques années à équiper des établissements scolaires. Quand une mise à jour sort sur Internet, elle est de suite disponible au plus grand nombre et gratuitement, bien sûr. Alors, voici quelques exemples de logiciels libres. On a le navigateur Mozilla Firefox, le très connu. C'est un logiciel de navigation Internet parfaitement adapté à l'utilisation dans un cadre professionnel ou personnel. L'un des principaux avantages de Firefox est sans aucun doute sa sécurité accrue. Et le deuxième logiciel libre, VLC Media Player. Ce logiciel est un lecteur multimédia extrêmement léger. La consommation en ressources du programme a été réduite au minimum pour fonctionner parfaitement en arrière-plan ou sur des navigateurs. Sécurité de réseau et menace de réseau est une partie intégrante de réseaux informatiques avec une seule connexion Internet. La sécurité doit prendre en compte l'environnement et les outils et les besoins du réseau.
Le réseau doit être capable de sécuriser en permanence les données tout en garantissant la qualité du service attendu. La sécurisation d'un réseau applique l'utilisation de protocoles de technologie, du périphérique, d'outils et de techniques pour sécuriser les données et les limiter. Les risques. De nombreuses menaces externes se défient aujourd'hui par Internet. Les menaces externes les plus courantes, pour les raisons, sont les suivantes. Virus verts et chevaux, de 3 logiciels malveillants et code arbitré, s'exécutant sur un périphérique utilisateur. Un logiciel installé sur un périphérique utilisateur qui collecte secrètement des informations sur l'utilisateur. L'attaque des pirates lancée sur des périphériques utilisateurs par une personne qui possède une connaissance en informatique. Aussi pour ralentir ou bloquer les applications et les processeurs d'un périphérique réseau. Alors, il est également important de prendre en compte les menaces à terme. Par conséquent, lors du développement d'une stratégie de sécurité, il est intéressant et important de prendre en compte les menaces externes et internes. Ici vient le rôle des logiciels libres qui vont assurer et sécuriser les machines et les systèmes d'exploitation. D'après tout ce qu'on a vu, on a l'idée claire de la définition du logiciel libre, le rôle important de la sécurité utilisateur. Alors, pour illustrer tout ça, on va entamer un petit programme. On affiche maintenant sur l'écran un programme qui va calculer la somme des éléments d'un tableau. Alors, le programme demande à l'utilisateur d'entrer la taille du tableau. Par exemple, on va entrer 4. Voilà, il nous demande de remplir notre case. Par exemple, 2, 4, 6 et 3. Il nous affiche les cases et la somme des éléments du tableau est 15. Si on vérifie, on trouve 15. Voilà. Tout ça est à cause du code source du programme. Si on affiche le code source du programme, c'est celui-ci. On a déclaré la variable table, ainsi variable n, la taille du tableau, et l'indice i pour remplir et afficher le tableau, et une variable somme. Alors, nous avons écrit printf entrer la taille du tableau. On a demandé à l'utilisateur d'entrer la taille du tableau. Après, on a fait une boucle pour le remplissage du tableau, ainsi une autre boucle pour l'affichage, et une dernière boucle pour calculer la somme des éléments du tableau. Cet exemple vous paraît simple et facile, mais c'est ce qui est une grande importance vu qu'il explique le principe fondamental du logiciel libre. Parce que dans un logiciel libre, le code source est public, ce qui permet de vérifier s'il est globalement bien écrit. Cela est rassurant lorsque le programme offre des fonctions de sécurité vitales, mais aussi pour l'évolution du produit. Il fait correctement ce qu'il dit, ce qui nous prouve que les fonctions d'identification, de chiffrement, de contrôle d'accès sont bien rendues, c'est-à-dire sont fiables avec des algorithmes reconnus. Dans les logiciels propriétaires, on ne peut que faire confiance à l'éditeur. On n'a généralement pas d'engagement de sa part. En cas de défiance de son logiciel, le programme peut implémenter des algorithmes non valides. En libre, tout est transparent et vérifiable, car une liste de discussion ne manque pas des exemples de discussions autour de ces sujets. Alors, tout système étant maintenant connecté à Internet, il est très simple pour un éditeur d'ajouter une petite virus invisible qui lui permette de recueillir l'information sur le post et son contenu, sans que l'utilisateur le sache. Cela est déjà pratiqué même par certains grands éditeurs qui lui permettent
de prendre la main à distance sur cette poste, ce sont que des exemples de tout ce qu'on peut cacher un programme non public. Il y a bien sûr d'autres. Dans le cadre de la sécurité informatique grâce aux logiciels libres, on trouve plusieurs logiciels, open source bien sûr, qui ont un rôle important dans la sécurité informatique et analyse de paquets. Un analyseur de paquets est un logiciel pouvant lire ou enregistrer des données transitant par le biais d'un réseau local non commuté. Il permet de capturer chaque paquet du flux de données en travers le réseau. Voire décoder des paquets de données brutes, afficher les valeurs des divers champs du paquet et analyser leur contenu. Notre premier exemple va être TCP/DUMP. Est un outil de capture et analyse réseau. Il permet d'avoir une analyse en direct de réseau ou d'enregistrer la capture dans un fichier. Il permet d'écrire des filtres afin de sélectionner les paquets à capture et analyser. Il est basé sur l'IPCAP pour la capture, ce qui permet à ces sauvegardes. C'est un outil indispensable à l'administration et le débocage d'applications de réseau. Passons maintenant à lancer la commande TCP/DUMP. On remarque que la permission n'est pas accordée, alors on sort maintenant en route, on passe notre mot de passe, on tape notre mot de passe, voilà, et on relance la commande TCP/DUMP. On lance le navigateur Mozilla Firefox. Voilà, on remarque maintenant que la commande je sors. Voilà, je sors. Activité. Voilà, on remarque maintenant que la commande TCP/DUMP analyse le réseau. Voilà. Il a bien analysé le réseau. Voilà. Et c'est tout. Alors maintenant, on quitte par CTRL S. Et maintenant, attaquons la présentation de capture de la commande TCP/DUMP. On va maintenant détailler la ligne bleue champ à champ. Tout d'abord, on trouve l'heure, puis le type du protocole IP, puis IP source et port source, plus IP destinataire et port destinataire, et numéro ACK qui est le numéro séquence qu'on entend de la part de l'autre interlocuteur à son prochain envoi de paquet. Puis on trouve le while numéro qui est le numéro présente la taille de la fenêtre TCP, et au final on a des options comme des options TCP portées par le paquet. Ici on a seulement le timestamp. Pour les trois dernières lignes, on a 11 paquets capturés. C'est le nombre de paquets qui TCP/DUMP a reçu du lost et a traité. Et on a 22 paquets received by filter. C'est les 22 paquets reçus. C'est le nombre de paquets qui ont été capturés car il correspond au filtre. Et 0 paquet dropped by kernel. Les 0 paquets, les paquets qui n'ont pas été capturés par lost car il n'y avait pas assez de place dans son buffer de réception. On a bien sûr des options importantes comme voilà TCP/DUMP-S qui permet à TCP/DUMP de suivre le session TCP ainsi calcule le numéro de séquence. Cette option à contre-coup, il consomme une durée, il consomme moins afin de sauvegarder la session contenue. Ainsi, TCP/DUMP-P ne pourra capturer que le paquet qui sont adressés à la racine qui capture. Aussi, TCP/DUMP-N ne convertira pas les adresses et les numéros des paquets en leur nom. Ensuite, TCP/DUMP-I non interface permet de choisir l'interface des cours par défaut.
venons aussi à tcpdump-s, taille de la capture. C'est la taille maximum qui pourra faire un paquet capturé au-delà de cette taille. De la fin du paquet, de la fin du paquet, qui pourra être à la fois intéressant de capturer les paquets complets. Dans ce cas, il est possible de spécifier comme taille de capture 0 et tcpdump capture alors l'intégralité du paquet. tcpdump-v permet d'afficher encore plus d'informations sur le paquet. Cette lettre V correspond au niveau de verbosité. Pour tcpdump-x, afficher les paquets en hexadécimal et en ASCII. L'installation du logiciel Clamwin ne pose aucune difficulté, puisqu'il est proposé en téléchargement sous la forme d'un programme d'installation automatique. Alors, voilà les étapes de déroulement du téléchargement de Clamwin. En première des choses, on clique sur notre navigateur Google Chrome et on tape l'URL de Clamwin Download. Clamwin Download. Voilà. On attend que ça se télécharge. Après, on clique sur ce site. Donc, voilà l'URL de téléchargement. Et on clique sur télécharger. Pour les deux versions, soit Windows 7 ou Windows 10. Et voilà notre logiciel en train de se télécharger. Voilà, notre logiciel s'est téléchargé. Donc, après l'étape du téléchargement, on passe à l'étape de l'installation. Il suffit de double-cliquer sur le programme. Voilà. Voilà, la fenêtre suivante s'ouvre. Alors, un clic sur le bouton suivant Next vous amènera à la fenêtre suivante. Après avoir consulté et vu, fait I accept the agreement. Next. Cliquez sur le bouton Next. Cette fenêtre apparaîtra alors. Voilà. Next. Et voilà l'utilisation des programmes Clamwin peut maintenant. Attends. Next aussi. On fait l'installation. Donc l'utilisation des programmes Clamwin peut maintenant commencer. Voilà, on a le Clamwin fait l'enregistrement, la sécurisation des données dans le PC utilisateur. Voilà, on a 100%, c'est-à-dire l'action est terminée. Donc, une fois le lancement effectué, vous êtes face à la fenêtre principale. En premier lieu, lors de l'exécution, un nouveau dossier de Clamwin s'est créé dans votre répertoire Windows. D'abord, avant de commencer le scan, nous allons tout d'abord mettre à jour la base de signature de virus. Pour cela, il suffit d'aller dans le menu Tools et de sélectionner l'option Download Virus Database Updates. Mais avant de commencer la vérification de vos unités de disque, commençons tout d'abord par découvrir les différentes options du programme. On a Menu Files, Scan et Exit. Donc Scan permet de lancer le scan des disques ou répertoires sélectionnés et Exit, comme vous le savez tous, ça permet de quitter le programme. Aussi on a Menu Tools, les préférences. Et vous pouvez ici régler vos préférences,
La fenêtre de préférence propose pas moins de 8 onglets permettant de configurer l'antivirus. Attends, je vais vous montrer. Voilà. La fenêtre performance propose 8 onglets permettant de configurer l'antivirus. On a Filters. Cet onglet propose de mettre en place des types de filtres. On a Proxy. Si vous utilisez un proxy pour vous connecter à Internet, vous pouvez le spécifier ici. Il sera alors utilisé lors de la mise à jour des fichiers et des définitions des virus. Aussi, l'onglet qu'on a sélectionné Général, cet onglet propose deux options. Scan in option, deux cases à cocher sont présentes. Scan in subdirectories, coché par défaut, cette option permet de scanner les sous-répertoires des éléments sélectionnés. Aussi, Display Infected Files Only permet d'afficher uniquement les fichiers infectés lors du scan. Si cette option n'est pas cochée, l'ensemble des fichiers analysés seront affichés avec l'attribut OK en fin de ligne, signifiant que le fichier correspond n'est pas infecté. Et dans le deuxième, on peut dire que dans le deuxième cadre, on a Infected Files. Trois actions possibles de la détection d'un virus. Report only, aucune action n'est effectuée lors de la détection d'un virus. Seul un avertissement sera émis. La détection sera également signalée dans le rapport le scan. And remove use carefully. So, le fichier infecté est effacé. Attention, l'activation de cette option peut s'avérer dangereuse comme par exemple dans le cas d'utilisation d'un client email qui stocke les mails dans un seul fichier. Par exemple, on a vu le prototype, le logiciel qui permet l'échange des mails. Aussi, le prototype s'appelle... Voilà, on a dit que les prototypes qui sont responsables de la communication et de l'échange des messageries électroniques FSMTP POP, on a le logiciel Thunderbird qui permet cette action. Aussi, Move to Quarantine Folder. Les fichiers infectés sont déplacés dans le dossier de quarantaine, par défaut dans Windows, ClamWine, etc. Voilà. Et donc, pour Email Alters, vous pouvez configurer le programme pour qu'un email soit envoyé lors de la détection d'un virus. Il suffit pour cela de remplir les champs correspondant à votre compte mail SMTP. Exactement. Après, on a Archives. Ensuite, l'onglet File Location permet de modifier les chemises par défaut des fichiers de ClamWine ainsi que le répertoire des fichiers de définition. Il est inutile de modifier ce chemin lors de l'utilisation de la version portable de ClamWine. En passant à Reports, juste à côté de File Location, cet onglet permet de modifier les chemins par défaut au rapport des mises à jour de la base des virus et du rapport de scan. Et Advanced. Voilà. Advanced, qu'est-ce qui permet? Les réglages avancés permettent de spécifier au programme de scanner les boîtes email et d'extraire les pièces jointes et les macros des documents MS Office. Donc voilà, c'est tout pour la fenêtre préférence. Sous la barre des menus, on remarquera également une barre d'outils avec les présences de trois icônes ou quatre. Ici, voilà. Il s'agit de raccourcis vers différentes fonctionnalités du programme. Celle-là ouvre directement la fenêtre des préférences. Ainsi, celle-là, il permet de lancer la mise à jour des fichiers de définition de virus. Et ces deux lancent le scan des unités ou répertoires sélectionnés. Après avoir vu l'ensemble des options de ClamWine portable, passons maintenant à l'analyse des fichiers.
Afin de lancer le scan, vous devez tout d'abord sélectionner les utilités de disque de votre choix dans la fenêtre principale de Clamwin. Pour sélectionner une utilité, il suffit simplement de cliquer dessus à l'aide de la souris. Si vous souhaitez effectuer une sélection multiple, vous devez alors appuyer sur la touche CTRL qui est à gauche du clavier en bas avant de faire votre choix. Par exemple, ici. Donc, si vous souhaitez analyser uniquement un dossier ou un sous-dossier, il suffit de double-cliquer sur l'unité de disque de votre choix, puis de naviguer dans l'arborescence afin de sélectionner le dossier de votre choix. Moi, dans mon cas, je ne souhaite pas sélectionner un fichier, donc je vais vous seulement montrer les étapes. Donc, une fois vous sélectionnez le fichier dans le répertoire sur l'arborescence que vous voulez, de votre choix, vous pouvez lancer l'analyse. Pour cela, il suffit seulement de cliquer sur le bouton Scan. Vous pouvez également aller dans le menu File, puis sélectionner Scan ou encore cliquer sur l'icône du raccourci vers le scan. Voilà, c'est ça l'icône pour le scan. Et l'analyse des fichiers commence. Voilà, c'est tout pour le logiciel Clamwin. Sera émis. La détection sera également signalée dans le rapport le scan. And remove use carefully. So, le fichier infecté est effacé. Attention, l'activation de cette option peut s'avérer dangereuse comme par exemple dans le cas d'utilisation d'un client email qui stocke les mails dans un seul fichier. Par exemple, on a vu le prototype, le logiciel qui permet l'échange des mails. Aussi le prototype s'appelle voilà, on a dit que les prototypes qui sont responsables de la communication et de l'échange des messageries électroniques FSMTP POP, on a le logiciel Thunderbird qui permet cette action. Aussi, Move to Quarantine Folder. Les fichiers infectés sont déplacés dans le dossier de quarantaine, par défaut dans Windows, Clamwin, etc. Voilà. Et donc, pour Email Alters, vous pouvez configurer le programme pour qu'un email soit envoyé lors de la détection d'un virus. Il suffit pour cela de remplir les champs correspondant à votre compte Mail SMTP. Exactement. Après, on a Archives. Ensuite, l'onglet File Location permet de modifier les chemises par défaut des fichiers de Clamwin ainsi que le répertoire des fichiers de définition. Il est inutile de modifier ce chemin lors de l'utilisation de la version portable de Clamwin. En passant à Reports, juste à côté de File Location, cet onglet permet de modifier les chemins par défaut au rapport des mises à jour de la base des virus et du rapport de scan. Et Advanced. Voilà. Advanced, qu'est-ce qui permet? Les réglages avancés permettent de spécifier au programme de scanner les boîtes email et d'extraire les pièces jointes et les macros des documents MS Office. Donc voilà, c'est tout pour la fenêtre Préférences. Sous la barre des menus, on remarquera également une barre d'outils avec les présences de trois icônes ou 4. Ici, voilà. Il s'agit de raccourcis vers différentes fonctionnalités du programme. Celle-là ouvre directement la fenêtre des préférences. Ainsi, celle-là, il permet de lancer la mise à jour des fichiers de définition de virus. Et ces deux lancent le scan des unités ou répertoires sélectionnés. Après avoir vu l'ensemble des options de Clamwin portable, passons maintenant à l'analyse des fichiers. Afin de lancer le scan, vous devez tout d'abord sélectionner les utilités de disque de votre choix dans la fenêtre principale de Clamwin. Pour sélectionner une utilité, il suffit simplement de cliquer dessus à l'aide de la souris. Si vous souhaitez effectuer une sélection multiple,
Vous devez alors appuyer sur la touche contrôle qui est à gauche du clavier en bas avant de faire votre choix. Par exemple, ici. Donc, si vous souhaitez analyser uniquement un dossier ou un sous-dossier, il suffit de double-cliquer sur l'unité de disque de votre choix, puis de naviguer dans l'arborescence afin de sélectionner le dossier de votre choix. Moi, dans mon cas, je ne souhaite pas sélectionner un fichier, donc je vais vous seulement montrer les étapes. Donc, une fois vous sélectionnez le fichier dans le répertoire sur l'arborescence que vous voulez, de votre choix, vous pouvez lancer l'analyse. Pour cela, il suffit seulement de cliquer sur le bouton Scan. Vous pouvez également aller dans le menu File, puis sélectionner Scan ou encore cliquer sur l'icône du raccourci vers le scan. Voilà, c'est ça l'icône pour le scan. Et l'analyse des fichiers commence. Voilà, c'est tout pour le logiciel Clamouille. Ce travail a été présenté par Naïla Zahiri et Ayel Bahali. Merci et à bientôt.